Et moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était la vie intérieure. C'était d'avoir une perception de mon corps, de mon intériorité, de mon être différente qui m'intéressait. C'est-à-dire avoir une bonne voix, c'était superbe. On en jubilait et puis ça fait des vibrations dans le corps. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le vécu intérieur. Et dans cette histoire de transe, on est en plein dans le vécu intérieur des gens. Benjamin, bonjour. Bonjour. Nous voici réunis pour un 5e épisode du podcast L'Esprit du Corps, qui consacre une première saison à la pratique du souffle-voix. Lors du dernier épisode, on a longuement détaillé l'approche de l'einothérapie, une hypnose du corps que tu utilises désormais dans ta pratique du souffle-voix et qui a d'ailleurs donné naissance à l'einophonie, une nouvelle manière d'appréhender le souffle-voix. Dans cette approche, la notion de transe est fondamentale. On a pu aborder cette notion dans le dernier épisode, comme je viens de le dire, mais je te propose qu'on approfondisse ce sujet tout au long de cet épisode. Donc, j'aimerais qu'on prenne bien le temps de redéfinir la notion de transe, parce que c'est une notion qui peut faire peur, qui peut sembler obscure. Tu la définissais la dernière fois comme une manière d'être au présent. Mais si on prend la définition du Larousse, par exemple, c'est défini comme étant un état d'exaltation de quelqu'un qui est transporté hors de lui-même, hors du monde réel, avec les notions de convulsion, manifestation extérieure, marquant cet état, voilà, ou encore comme étant une inquiétude très vive, peur accompagnée d'angoisse à l'idée d'un danger proche. Donc on voit bien et on comprend pourquoi cette notion peut sembler obscure ou peut faire peur. C'est très loin de la définition que toi tu en donnes. Donc, pour commencer, voilà, je te propose vraiment de revenir sur la définition que tu donnes de cette notion de transe, vraiment préciser les choses. Donc la transe, je la définis comme une manière d'être au monde et de le ressentir. C'est une manière finalement de percevoir le monde. Et de ce point de vue-là, en fait, tout est transe, dans mon acception à moi, qui est partagée par d'autres personnes. C'est-à-dire, finalement, quand on est dans un état un peu ordinaire, où l'on pense, où l'on est dans son mental, on est dans une espèce de transe mentale décorporée, en fait, on peut dire, en dehors du corps. Parce que la transe, je la définirais comme le fait d'être sous le charme, voire sous l'emprise de quelque chose. Et quand on est sous l'emprise de quelque chose, on est collé, on ne peut pas en sortir. Et tout le problème, souvent, de notre société, c'est qu'on est sous l'emprise de notre mental et qu'on n'est plus dans le corps. Alors effectivement, la définition que tu donnes de transe, elle correspond à des scientifiques qui observeraient le phénomène au niveau extérieur. Mais en fait, soi-même, quand on est en transe, c'est toutes les modalités de perception qu'on a du monde. Alors, il y a le mot hypnose, il y a le mot transe, il y a des états de méditation. Pour les scientifiques, tout ça, ce sont des états différents qu'ils essayent de cataloguer. Dans l'einothérapie, du reste, c'est la même chose dans le souffle-voix, l'état dans lequel on est beaucoup plus proche, finalement, d'une forme de méditation pleine conscience, mais avec des manifestations parfois corporelles qui relèvent de la transe dans son acception, on va dire, un peu chamanique. Voilà. Alors attends, parce que tu vas Oui. très vite. On parle d'état modifié de conscience pour la transe. Est-ce qu'on peut essayer de définir ce mot conscience aussi, d'abord ? Alors, la conscience, c'est l'état dans lequel je me sais ressentir cela, ou faire ceci, ou avoir conscience de ma conscience. J'aime bien mettre le mot observateur, ou le mot, on va dire, lucidité.
Il y a une idée de clairvoyance aussi, le fait qu'on est présent avec sa conscience aux manifestations qui se passent. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être pour expliquer à nos auditeurs qu'en fait, la transe, il y a toute une gamme d'états. Là, par exemple, on a vu que la définition du dictionnaire, ça renvoie à quelque chose de très précis. Mais moi, je pourrais dire, par exemple, que l'échelle qui permet de savoir où on est dans la transe, d'un côté, tu aurais la lucidité et la conscience, et puis de l'autre extrême, tu aurais l'ivresse et l'inconscience. OK ? Alors, nous, ce qui nous intéresse, en souffle-voix, comme en hypnothérapie, c'est pas des états très profonds, c'est-à-dire ceux où on perd toute lucidité. Ça nous intéresse pas. On veut que les gens, ils puissent être acteurs de ce qui se passe, ils puissent être partie prenante, on va dire plutôt, de ce qui se passe, et qu'ils aient la liberté de pouvoir en sortir. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur des états lucides. OK ? D'accord. Donc, je fais cette précision parce que c'est important d'arriver à bien dissocier cette notion de conscience de cette notion de transe. Donc, la conscience, c'est un état d'observation. La transe serait plutôt, dis-moi si je veux, mais un mouvement, un processus, quand la conscience est plutôt un état. Alors là, je crois qu'on va s'embarquer dans des choses qui sont un peu complexes. En fait, c'est assez malaisé de définir tout ça. Je crois que simplement, ce qu'il faut que les auditeurs gardent en tête, c'est que on passe avec fluidité d'un état à un autre et on conserve une forme de lucidité avec ce qui se passe. Donc il y a une idée de mouvement. Il y a une idée de mouvement. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les gens brutalement dans des états qu'ils ne peuvent pas s'approprier. Ça, c'est quelque chose de clé. Or, c'est des choses, ce que je viens de dire, qu'on trouve en hypnose classique, où on fait des ruptures de pattern. C'est-à-dire qu'on va faire des coupures, où on va plonger les gens subitement dans un autre état. Et là, du coup, ça en fait des marionnettes. Et ça, c'est très préoccupant. C'est pour ça que moi, le mot d'hypnose, il est souvent connoté comme ça, et il ne me convient pas par rapport à ce que je fais. La méditation, le zen, ou à la limite la transe, parce que des fois, le corps a ces mouvements qu'on ne va pas réprimer, me conviennent mieux. Voilà. Je pense qu'il faut surtout avoir ça en tête, parce que je crois que si on va dans des définitions trop précises, on risque de se perdre, et c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux. Mais je vais prendre un autre exemple. Quand on écoute de la musique, ça nous met dans une transe particulière. Quand on a une émotion, c'est une transe particulière. La transe de la tristesse n'est pas la même que celle de la colère ou l'état dans lequel je suis amoureux, par exemple. C'est vraiment, on est sous le charme de quelque chose. On est dans une atmosphère et on ressent le monde avec une qualité particulière. Et ça, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand il y a une transe quand il y a une tension qui est là, elle nous met dans une transe. Et c'est une transe qui est désagréable. Et souvent, ce qu'on fait, on essaie de se détourner de cette transe-là pour l'oublier. J'ai un coup de déprime, alors je vais boire un petit coup. Bon, c'est pas la meilleure chose à faire, hein. Ou alors je vais écouter de la musique. C'est-à-dire que je vais passer dans une autre transe qui me fera oublier mon problème. Sur le moment, ça soulage. Le problème, c'est qu'en fait, on s'est détourné du présent de notre corps. Oui, voilà. Et en fait, le but de l'hypnothérapie et le but du souffle-voix, c'est par rapport à une tension qui est là sous-jacente et qui demande à être réappropriée par le corps, c'est-à-dire c'est compter sur le corps pour qu'il enlève cette tension, on va favoriser un dispositif pour que la personne qui est pratiquante se laisse faire
par cette tension, qui la plonge dans une transe, qu'il ne coupe pas cette transe, et que la chose se remette en mouvement, et que la tension parte par elle-même. Oui, donc il y a vraiment cette question de mouvement, de fluidité, mais de chemin, c'est-à-dire de processus quand même. Il y a un début, il y a une fin, et on passe à un autre état de transe, etc. Je me permettais de bien repréciser, parce que, comme je le dis, ça fait peur, cette notion, et c'est important de rassurer sur ce que c'est et comment c'est utilisé dans le cadre du souffle-voix. Est-ce qu'on peut, tu le disais tout à l'heure, c'était intéressant, sur cette échelle de transe, essayer d'expliquer un petit peu les différents niveaux d'échelle de transe qu'il peut y avoir, et donner des exemples associés à ces différents... Alors oui, et puis je peux dire que d'emblée, ce qu'on recherche est une voie du milieu. Alors, ce qu'on recherche, mais on ne va pas essayer de le provoquer, on va attendre que ça se manifeste. Ça, c'est important, parce que sinon, on ferait de la manipulation. OK ? Et c'est quoi cette voie du milieu ? C'est un parti pris entre la conscience et une forme d'ivresse. L'ivresse, pourquoi ? Parce que c'est un abandon à quelque chose. C'est se laisser porter par quelque chose. Et il y a une formule qui a été utilisée par les pères de l'Église. Alors moi, je ne suis pas chrétien, mais par contre, elle est très intéressante par rapport à ce qu'on fait, parce que les pères de l'Église parlent de la sobre ivresse de l'esprit. Et finalement, c'est cet état où, en même temps, il y a un abandon à ce qui se passe, et il y a une parfaite lucidité par rapport à ce qui se passe. Voilà. Je peux prendre une autre image. L'ivresse, on peut dire que dans la mythologie, c'est Dionysos. C'est le dieu du vin. Et l'alcool, d'ailleurs, ça renvoie, je crois qu'étymologiquement, c'est l'esprit du vin. Et Dionysos est celui qui initie à l'ivresse, c'est-à-dire à l'esprit, mais dans des dimensions plus instinctuelles, on va dire. Voilà. Et sur l'autre pan, de l'autre côté de l'échelle, on a Apollon, qui est le soleil, qui est la conscience. Et en fait, finalement, on cherche à réunir ces deux éléments. Trop de conscience, parfois, c'est trop sec. Parfois, ça fait aussi trop de rationalité. Ça résulte du contrôle. Et puis, trop d'ivresse, on voit bien le problème, c'est hors de contrôle. Il n'y a aucune lucidité, on est soumis aux forces instinctuelles, ça ne marche pas. Je dis ça parce que c'est aussi une image que prend Nietzsche dans La naissance de la tragédie. Quand il parle de l'art, il parle de la dimension apollinienne, il parle de la dimension dionysiaque. Et on retrouve ces deux esthétiques dans l'art, on retrouve ça aussi dans l'interprétation. Tu as des gens qui veulent faire quelque chose de parfait au niveau de la forme, puis tu as ceux qui, au contraire, se laissent faire par ce qui est à habiter. Ouais. Voilà. Donc on cherche une forme d'équilibre entre les deux. Donc on a ces deux opposés, aux deux bouts. C'est ça. Si j'ose dire. Et alors évidemment, ces catégories, elles sont toujours très artificielles, parce que ce qu'on ressent dans ce que tu dis, c'est que tout est lié. En tout cas, tout est lié, c'est-à-dire les catégories sont artificielles. Oui. Et finalement, on passe d'un état à l'autre, et que dans un état, il y a aussi une part d'un autre état qui peut être présent. Enfin, les choses sont jamais complètement... Dans le processus, il va y avoir un voyage jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être on arrive à la voie du milieu. Oui. Alors, je peux donner un exemple. La voie du milieu, oui vas-y, donne un exemple. Je donne un exemple là-dessus. Par exemple, en hypnothérapie, comme en souffle-voix, on remet les gens dans leur corps. Donc, on va utiliser leur conscience pour qu'ils la mettent dans leur conscience corporelle. C'est-à-dire qu'on revient à quelque chose de tangible. La conscience, ça redevient l'observateur sur quelque chose de matériel. Bien. Ça, c'est une dimension que beaucoup de gens en souffle-voix n'ont pas du tout au début, parce qu'ils sont collés dans leur transe mentale. Okay ? Donc, on vient dans une transe qui est très corporelle, avec la conscience du corps.
Mais il arrive qu'au bout d'un certain temps de pratique, il y a des gens qui ont une bonne conscience corporelle, qui ont d'autres pratiques aussi, et qui savent mettre leur conscience dans leur corps. Ils savent se mettre dans leur corps. Mais ils contrôlent. Ouais. Et là, en fait, il n'y a pas ce lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, il demande de ramener, on va dire, un peu plus d'ivresse dans cet état de transe pour que la personne, elle reste consciente de ce qui se passe, mais qu'elle se relâche. C'est là où on va trouver, par exemple, cette forme d'équilibre. Et il est possible qu'on passe par des moments où la personne, elle se sente un peu diluée, un peu dissoute. Et puis, on va revenir vers un espèce d'équilibre. C'est un peu l'enjeu. Oui. C'est pour ça que parfois, des pratiques comme le yoga, alors que c'est une pratique très corporelle, peuvent être beaucoup dans le contrôle. Et finalement, la conscience du corps, elle y est, mais en même temps, elle est très contrôlée. C'est ce que tu veux dire. Voilà. C'est sûr que Dionysos, le dieu du vin, il amène un peu d'ivresse et il amène à lâcher le contrôle. Mais il faut le faire de manière dosée. Là, c'est très intéressant d'avoir l'idée de ces deux bouts de la chaîne, en fait, et que effectivement la transe se balade autour, enfin en tout cas le long de cette chaîne, dont les deux bouts un peu caricaturaux sont le trait sec, très contrôlé, et le trait humide, très ivresse, quoi. Oui, et je pourrais ajouter que quand on est dans au milieu, en fait, c'est cet endroit où on se laisse chanter. Mais qu'on se voit se laisser chanter. Parce qu'il y a la conscience, et s'il y a une espèce d'abandon, et en même temps, on profite de cet abandon. Il y a une espèce de jubilation. Voilà, c'est la sobre ivresse de l'esprit. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de ce qu'on appelle les transes chamaniques ? Peut-être donner, toi, une définition. Enfin, une définition là, c'est plus tout à fait une définition, mais une manière, la manière dont ça se déroule, et puis l'objectif peut-être. Alors c'est pareil, c'est tombé dans les catégories. Moi j'aurais tendance à dire, dans mon expérience, que c'est un état où on laisse faire le corps. Et puis le corps a ses manifestations qui sont en dehors du contrôle, on va dire habituel. Voilà, c'est-à-dire qu'on laisse finalement parler le corps. Il peut trembler, il peut avoir certains gestes. Voilà, on ne va pas réprimer le corps. Par contre, on ne va pas laisser faire n'importe quoi. On va mettre une structure là-dedans. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait en hypnothérapie, c'est ce qu'on fait en souffle-et-voix. Pour moi, je ne me catégorise pas comme des disciplines chamaniques, mais si on veut faire un parallèle... Quand même, c'est pour ça que j'en parle. Voilà, c'est pour que les gens puissent se représenter les choses, on peut dire qu'il y a certains états qui peuvent effectivement s'assimiler à ce genre de pratique. Oui, où c'est vraiment le corps qui reprend... oui, c'est le corps qui devient premier. C'est le corps qui vit, qui est présent, et on se situe en fait, nous on va plutôt dire, sur des endroits où le corps il a des réflexes, il a ses propres mouvements. Et ben on se situe à ces endroits-là, alors que d'habitude on contrôle. Oui. Tout. Et sur l'échelle dont tu parlais tout à l'heure, contrôle ivresse, du coup on se situerait où dans une transe chamanique ? Alors ça dépend, je pense qu'il joue aussi avec les états différents. La propriété du chaman, c'est de pouvoir t'emmener dans un endroit et de pouvoir t'en sortir. J'aimerais avoir ton avis sur la transe et la question de la guérison. Est-ce qu'une transe aboutit à un état de guérison ou pas du tout ? Quelle est ta clarification sur ce point ? Alors moi, je me situe pas du tout dans ce domaine-là, c'est-à-dire que je considère pas que ce que je fais soit thérapeutique. On voit bien que ça fait du bien, on voit qu'il y a un bien-être après, mais moi, j'ai pas ce positionnement. Si les gens veulent se faire soigner une pathologie, ils vont voir un médecin. Voilà. Par contre, l'hypnothérapie, c'est intéressant de ce point de vue-là parce que c'est précisément un accompagnement qui n'est pas thérapeutique au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'on va pas soigner des choses, on va prendre soin d'une personne. Ce qui n'est pas pareil. C'est là une pathologie, elle doit se faire soigner ailleurs. Le but de l'hypnothérapie, c'est de pouvoir se laisser faire par le présent et peut-être d'avoir un autre regard
sur une situation. C'est-à-dire que par rapport à une situation où on aurait une pathologie, eh ben, d'accepter le fait qu'on ait cette pathologie, et puis, c'est déjà un premier temps qui est important d'ailleurs, pouvoir avoir du recul là-dessus et pouvoir être serein par rapport à ça. Mais du coup, quand on est serein, il est probable qu'on fera les meilleurs choix ensuite dans d'autres pratiques pour aller se faire soigner. Voilà. Donc moi, je le définis comme ça. C'est pour ça que je préfère le mot, pour moi, énopraticien. C'est-à-dire, c'est simplement mettre les gens dans le présent. Si les gens sont malades, voilà, vous êtes malade, moi, j'y peux rien. Arrêtez de lutter contre. On va accepter cette réalité en se laissant faire par ce que ça vous fait. On va enlever les tensions dues au fait d'être malade, mais pas les tensions de la maladie. Okay ? Et puis, là, quand vous serez présent, vous aurez aussi l'esprit plus clair, et puis vous irez vous faire soigner ailleurs. Voilà. Oui, tu crées un espace. C'est pour ça que moi, je me situe pas sur ce terrain-là, et en plus, ça dépend de ce qu'on entend par guérison. Mais oui. C'est-à-dire que ça dépend des cultures. Chez nous, en Occident, le mot guérison, c'est ne plus avoir le symptôme, c'est survivre à une maladie. Mais si on prend d'autres pratiques, c'est pas forcément ça. Ils sont parfois sur d'autres plans, de savoir si vous allez mourir, à la limite, ça leur est égal. Donc voilà, ça, c'est pas du tout mon positionnement à moi. Je considère simplement que les gens soient animés par un processus de vie. Des fois, il y a des choses qui bloquent. Je fais en sorte de mettre un dispositif pour que le mouvement se relance par lui-même. Le reste, ça ne me concerne pas. Tu crées un espace où le soin de soi-même peut arriver. Oui. Parce qu'on est attentif avec ce présent à ce qui est en train de se passer là, à ce moment-là. En fait, tu crées un espace. Oui, je prends soin de la personne, mais je n'administre pas un soin à la personne. C'est très clair. Alors bon, cette notion de transe, on en a essayé de la définir. On voit que c'est plutôt un mouvement, etc., qu'il y a différentes approches qui utilisent cette notion de transe, dont l'aïnothérapie, évidemment. Donc on va revenir dans ce cadre-là. Donc l'approche par la transe t'emmène à proposer une nouvelle lecture du souffle-voix pour favoriser ce lâcher-prise. On est dans l'aïnothérapie. Alors, oui, je t'en prie. Oui, alors, c'est important de dire ce que j'ai vécu avec Serge Wilfard là-dessus. Parce qu'avec Serge Wilfard, il n'était pas question d'état intérieur. Évidemment, les gens, ils vivaient ce qu'ils avaient à vivre. Il était parfaitement conscient qu'il y avait différents plans qu'on pouvait vivre, qui étaient des expériences corporelles, émotionnelles, intimes, parfois avec des dimensions plus vastes, mais il ne reliait pas ça au phénomène de transe. Par contre, moi j'ai travaillé 10 ans avec Serge Wilfard, et il y a eu une période de 2 ans dans cet enseignement où j'arrivais sur le tapis. Donc le tapis, c'est l'endroit où le pratiquant va vivre le processus, on va dire. Et en fait, il ne modifiait rien. Il me disait, c'est très bien, continue comme ça. Et tout se passait tout seul. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans. Il n'y avait pas de posture. Alors évidemment, il y a toujours une posture. J'avais le bras levé, il y avait du centrage, tout ça. Il y a toujours une posture. Mais il n'y avait pas parfois la vision, on va dire, caricaturale du souffle-voix qui veut qu'on se mette dans telle ou telle posture difficile, etc. Ce qui correspond d'ailleurs au souffle-voix au début. Mais ce que Serge cherchait, c'est important de le dire, c'est l'homme debout. Donc voilà. Les 2 ans dont tu parles, c'était à quelle époque C'était à peu près au milieu. D'accord. Et après, il est revenu à une pratique plus classique il est revenu à une pratique plus classique du souffle-voix. Il m'a pas remis dans des postures, mais il s'est mis à modifier davantage. Il s'est mis à rectifier davantage ce que je faisais. Alors que là, il faisait aucune rectification, ça se faisait tout seul. Il faisait un laboratoire tout seul dans son coin, j'imagine. C'est-à-dire qu'il jouait le rôle de courroie de transmission, et moi, ça se passait tout seul. Ouais. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, a posteriori,
Moi, je me souviens très très bien que je me mettais dans une disposition particulière pour aller sur le tapis. C'est-à-dire que j'étais déjà prêt. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'il disait. Il disait, il faut être prêt avant d'arriver sur le tapis. Mais il disait pas comment. Ouais. Et ça, dans ma lecture a posteriori, c'était très clair que j'étais en état d'auto-hypnose, mais que j'étais parfaitement conscient. Donc, je n'avais pas assimilé ça à un état d'hypnose, parce que pour moi, on n'a pas conscience. Formulé comme ça, quoi. Voilà. Pas formulé. Mais après, quand j'ai travaillé l'hypnose, j'ai compris que si, il y avait des états qui étaient comme ça. Ouais. On est parfaitement lucide. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a une perception. C'est comme si le cerveau ne servait qu'à observer. On a une perception globale du corps. Et on observe tous les mouvements qui seraient parasites. Donc, ne se fait que ce qui est essentiel à la pratique, c'est-à-dire une économie de mouvement. Et c'est à ces moments-là où d'ailleurs, souvent, on se laisse chanter. Voilà. Et donc, a posteriori, et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était la vie intérieure. C'était d'avoir une perception de mon corps, de mon intériorité, de mon être différente qui m'intéressait. C'est-à-dire avoir une bonne voix, c'était superbe. On en jubilait et puis ça fait des vibrations dans le corps. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le vécu intérieur. Et dans cette histoire de transe, on est en plein dans le vécu intérieur des gens. C'est pour ça que c'est aussi compliqué d'en parler, parce que c'est aussi très personnel. Mais on constate que dans le travail souffle-et-bois, il y a des constantes. Et effectivement, quand on arrive à cette sobre ivresse de l'esprit, là, il y a comme un alignement qui est présent. Alors, j'aimerais que tu nous développes maintenant deux approches que tu utilises et qu'il est important de détailler, que tu appelles la voie VOIE, c'est-à-dire le chemin humide, et la voie sèche, ou la voie sèche et la voie humide. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ces deux manières de travailler dans le cadre de l'hypnothérapie? Oui, alors c'est des termes que j'ai empruntés à l'alchimie. Et en fait, pendant tout le début, les premières années comme praticien, en fait, je suis dans ce que j'ai appris avec Serge, c'est-à-dire quelque chose de très soft, très épuré au niveau du clavier, qui consiste à je joue note à note, une note, et ensuite je présente la suivante, voilà, etc. Et pourquoi alors? Il y a différentes raisons à ça. D'abord, Serge, il n'était pas pianiste. Ensuite, la plupart des gens qui passent sur le tapis ne sont pas musiciens. Donc, ils ont une note à faire, on ne leur donne pas 50. OK ? Et puis, ça, c'est le côté pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, jouant note à note, on réduit les données à quelque chose de très épuré. On relance un rythme, il y a plein de manières de jouer. Et puis, de note à note, on peut structurer la respiration. Il y a des manières de jouer, d'ailleurs, qui ne nous avaient pas tellement enseigné, mais ça, on le voit, c'est-à-dire que faire un legato, c'est-à-dire relier deux notes l'une après l'autre avec un liant, ça ne va pas donner la même chose comme information à celui qui chante que si on les fait détacher. Voilà. Ou on peut retenir, par exemple, la note d'après, parce que ça aussi, c'est une chose qui ne nous a pas enseigné, mais c'est très intuitif, on l'observe sur le tapis, que quand on fait une suspension, la personne, elle retient sa respiration. Et des fois, c'est très intéressant parce qu'elle a tendance précisément à respirer trop vite. Donc si je fais ce petit suspension, ce petit rubato, eh ben, ça permet de jouer sur plein de choses. Voilà. Mais il y a une phase de ma vie, d'ailleurs personnelle, où j'ai connu, on va dire, des mois avec beaucoup d'ouverture, d'expansion. Je vivais des moments
extrêmement heureux, extrêmement riche, tout ça, etc. Il y avait comme un lâcher-prise qui s'est passé dans ma vie perso. Ça faisait déjà quelques années que sur le plan professionnel, j'explorais la question de la transe. Et puis, ça a duré quelques mois comme ça, puis quelques semaines avant que ça s'effondre de l'autre côté, parce que quand on vit des mouvements d'expansion, il y a fort à parier qu'après, il va y avoir des mouvements de contraction qui sont un petit peu moins drôles. Mais voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Et quelques semaines avant ce retournement, je me suis mis sur le clavier à accompagner autrement. Et là, je me suis mis à faire plusieurs notes en même temps, c'est-à-dire que je produisais des accords. Alors concrètement, des accords, c'est quoi? Pour les gens qui ne sont pas très familiers de la musique, c'est qu'au lieu de jouer une seule note, on va en jouer plusieurs en même temps. Quand un guitariste ou un pianiste accompagne un chanteur, souvent ce qu'il fait, c'est des accords. Ça permet d'enrichir l'espace, ça permet de le porter. On voit bien que pour le chanteur, la personne qui n'est pas familier de la musique, ça peut jeter un trouble. Quelle note je vais chanter? J'ai un fouillis de notes. C'est certes très beau musicalement, mais moi, qu'est-ce que je vais chanter? Voilà. Alors ça, Sergi le faisait un petit peu. Mais en fait, comment dire, les accords, en musique, ça correspond à une grammaire. OK? C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des superpositions de n'importe quelle note. Il y a certaines superpositions qui sont consonantes, il y en a qui sont dissonantes. OK? Et quand on veut donner des repères à quelqu'un, on peut faire un accord parfait majeur. OK? Et puis, là-dessus, il y a une note dominante qui sera celle que la personne va chanter. Et puis après, on peut monter d'un demi-ton. C'est-à-dire, on fait le même accord, exactement le même. On va le translater. En musique, on dit on va le transposer. Et puis, la personne, intuitivement, comprend qu'il faut qu'elle fasse à nouveau la note dominante de l'accord, fondamental, on dit en musique. Et du coup, elle va produire la note du dessus. Donc ça, il le faisait de temps à autre. OK ? Et puis, parfois, d'ailleurs, il faisait une espèce de vocalise là-dessus qui était différente de d'habitude. Mais moi, ce que je propose, c'est différent. Parce que il n'y a pas forcément cette transposition qui est un repère pour la personne. Et je vais jouer sur les accords. C'est-à-dire que je vais faire des accords avec des couleurs différentes, avec des ambiances différentes, toutes en gardant un tout petit repère pour que la personne comprenne qu'intuitivement, elles doivent monter demi-ton par demi-ton. Et ces couleurs différentes apportent des ambiances et puis suggèrent parfois aussi des choses intéressantes, c'est-à-dire si je sens que la personne doit mobiliser davantage d'élan, davantage de tension, eh bien par exemple, je vais mettre une dissonance, je vais mettre une tension sur l'accord d'après, qui va suggérer à la personne qu'il faut qu'elle mette plus de voix. Donc on voit que les accords peuvent apporter quelque chose de différent. Et puis, il y a cette idée de... C'est pas seulement des accords musicaux, c'est jouer avec une forme de présence. C'est-à-dire que c'est habiter aussi ces accords. C'est-à-dire que toi, tu es dans ta présence en jouant, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Je suis dans ma présence quand je joue. Et c'est quoi la présence? La présence, c'est comme entendre le silence derrière le son. Il y a quelque chose d'invisible qui habite le son. Alors, en soufflet-voix, on voit ça. Par exemple, quand la personne chante, en soufflet-voix traditionnel, j'allais dire, tout d'un coup, on se dit « Ah, là, il y a une âme qui chante. » Ok ? D'ailleurs, c'est tout l'intérêt du soufflet-voix pour moi. C'est de travailler sur la présence. C'est pas forcément avoir la bonne voix, la plus construite, tout ça, etc. Ça, c'est des trucs de performance. Oui, ce qui compte, c'est qu'il y ait une âme qui chante. Bien sûr. C'est ça qui est plaisant. Et d'ailleurs, quand la personne, elle chante avec une âme, elle est dans un état de transe qui, elle, lui fait du bien. Il y a quelque chose qui est aligné à l'intérieur. Et parfois, d'ailleurs, c'est pas toujours des sons toujours très parfaits. Au contraire, des fois, il y a un petit grain d'imperfection.
mais il y a quelqu'un qui chante derrière. Donc moi, derrière le piano, c'est le même esprit. C'est le même esprit, et puis en fait, cette présence passe à travers les accords. Il y a quelque chose qui enveloppe la personne. Comme elle entend un peu un fouillis sonore, elle se laisse davantage porter. Ça provoque une légère ivresse. Elle se dit, mince, je ne peux plus contrôler la note que je chante. Avant, je l'identifiais, puis là, je l'identifie plus. Qu'est-ce que je fais ? Et bien du coup, la plupart des gens, ils lâchent. Donc là, ce que tu es en train de nous dire... Et ça, c'est la voix humide. Oui, alors, on va revenir à la voix humide, mais au moins... Voix VOIE. VOIE. Ce que tu es en train de nous dire là, de nous décrire, c'est que le travail, il se fait avec la rencontre de deux trans. C'est ça. Quelque part, et c'était déjà vrai avant, mais par contre, ça n'a jamais été formulé comme ça. Parce qu'il n'y avait pas la conscience des trans. C'est que ce qu'on pouvait constater, c'est que quand ça circulait entre l'accompagnant et l'accompagné, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde était dans le même truc. Voilà. Mais c'était juste dit comme ça. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'on va dans des états qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a une concordance de trans. Et on va plus loin que le soufflet-voix, j'allais dire traditionnel, où parfois il y avait ces manifestations qui étaient là, mais là on joue avec ça. On vibre ensemble. On vibre ensemble, et puis il y a un parcours musical. Oui, dans un fondu enchaîné, on passe d'une transe à l'autre. On se laisse faire, on se laisse porter par la musique qui se passe à ce moment-là. Voilà. Et donc, la voix humide et la voix sèche, VOIE, ça désigne la manière d'accompagner du praticien. Voilà, comment il accompagne le pratiquant. Et en fait, je recours à ces deux voix selon les circonstances. Comme je peux recourir à une forte posture contraignante, ou alors je peux recourir... voix sèche, par exemple. Est-ce qu'on peut faire le parallèle ? Oui, en quelque sorte, oui. En quelque sorte. Ou alors, si je recours à l'éhinothérapie, l'éhinothérapie qui met dans une transe du corps, dans une hypnose du corps, qui a un côté plus yin, qui a un côté plus enveloppant, qui permet d'assouplir déjà le corps, qui permet de se poser dans son corps avant même de chanter. Et là, c'est plus du ressort de la voix humide. Mais parfois, il s'agit de faire un accord pour que ça arrive et que ça s'établisse dans le corps. Dans quel cas, donc, tu utilises la voix plutôt sèche ? Donc, si on reprend ce que tu disais, du point de vue du praticien, la voix sèche, c'est une manière de jouer assez... épuré, très monocorde, voilà, tout ça, etc. Voilà, très... Souvent, on va compenser. On va d'ailleurs compenser en sollicitant beaucoup le feu chez la personne. Et puis, pour qu'elle se laisse faire par le truc, on va la mettre dans une position, au début, difficile, voire douloureuse. Comme ça, la douleur réveille l'esprit. Ouais. Voilà. Et la personne, en fait, elle passe dans un autre état de transe. C'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, le lâcher-prise induit un état intérieur différent. Dans la pratique de Serge, c'était le corps lutte, on injecte de l'énergie, et puis l'énergie, fait exploser, fait imploser les tensions qui sont déjà présentes dans le corps. C'est-à-dire qu'on va injecter un rapport soufflet-voix qui va s'opposer aux tensions mécaniques du corps. Mais ce qui n'était pas dit, et ce qui se passe en réalité, c'est comme le second souffle au moment où on est fatigué. C'est qu'à un moment donné, ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul, pourquoi ? Pas seulement parce qu'il y a une contrainte, parce que la contrainte fait qu'on lâche. Le lâcher-prise, c'est le passage à un autre état de transe. C'est décoller de la transe mentale dans laquelle on est pour tomber dans un autre espace. Et ça, il n'y a pas besoin d'une posture pour le faire, enfin d'une posture contraignante. Et c'est un processus assez plutôt mécanique qui partait finalement de la voix sèche pour aller chercher le feu chez le pratiquant. Et à un moment donné, il se passait le lâcher-prise et avec un autre état qui arrivait et qui correspond plutôt à la voix humide
que toi, tu vas chercher différemment du coup. Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait. Alors explique. Ce que tu décris, c'est le mode opératoire classique. Oui, voilà. Ce qui se passait avec Serge, quand moi, dans les 2 ans où je lâchais prise et où je me mettais en auto-hypnose, c'est du ressort de la voix humide, oui, quelque part. C'est ça, oui. C'est-à-dire, il faisait pas des accords, lui. Mais moi, je me mettais déjà dans ma coupe. J'étais disponible. J'étais déjà ma propre enveloppe. Donc, il n'avait pas besoin de passer par la voie sèche pour aller chercher le feu. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Serge dégageait une présence intuitivement, instinctivement, qui souvent, pas toujours, hein, mais en tout cas, moi, ça me permettait de me mettre dans cette présence-là où j'étais déjà réceptif. C'est se mettre en état de réceptivité. Donc finalement, c'est toi qui induisais, là, dans ce cas-là, la voix humide au praticien. Non, tu vois, on parlait tout à l'heure de trans qui vibraient ensemble. Je crois que ça devient un petit peu complexe là, mais j'ai peur que ce soit complexe pour nos auditeurs. Mais moi, c'est ce qui est sûr, c'est que je me préparais avant et que lui, étant dans cet état-là, ça le favorisait. Ok ? Et il y avait une circulation qui était déjà là. Voilà. Mais pour revenir à tout à l'heure. Moi, je facilite cet état-là parce que les gens, ils n'y ont pas accès à cet état d'auto-hypnose et que parfois, la présence du praticien ne suffit pas à ce que les gens basculent dedans. Parce que cette présence, c'est quelque chose d'assez inhabituel et parfois, ça fait peur. Donc, quand ça fait peur, les gens, ils se ferment. Donc, ils reviennent dans du fer. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, quand est-ce que je vais utiliser la voix humide ou la voix sèche, l'enjeu, c'est le lâcher prise. Quelle est la voie qui va me permettre de faciliter le lâcher prise chez le pratiquant? Voilà. Chez certains, le côté traditionnel marche très très bien parce que au bout d'un moment, quand ils sont dans l'action, ils lâchent. Voilà. Et puis chez d'autres, le corps est quand même raide. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'avoir cette disponibilité dans le corps. Ils ont besoin d'un peu plus d'ivresse. Okay ? Ils ont besoin de se relâcher avant que l'on réanime le feu. Oui. Voilà. Parce que dans la voix sèche comme dans la voix humide, en fait, il y a la présence dans le corps, mais il faut qu'il y ait de la flamme. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça devient un truc tout yin et c'est pas l'intérêt. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux nous faire la différence entre la flamme, le feu, justement ? C'est la même chose, mais simplement, dans le souffle-voix traditionnel, moi je passe aussi par ce côté-là, au départ, on va réveiller vivement le feu chez les gens pour voir comment ils réagissent. Ouais. Voilà. Donc avec de la force, quoi. Le mot force est un peu connoté. Je préfère le mot élan. Voilà. Et dans le côté flamme, tu vois, il y a ça. Il y a cet élan. Avoir la flamme pour quelque chose. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien le mot flamme. Donc il y a cet élan et on réveille quand même vivement. Donc les gens, ils sont un peu déstabilisés. Et puis, ils sont des fois tellement déstabilisés qu'ils se laissent faire et que ça donne des résultats incroyables. Voilà. Mais ils se laissent souvent, pas toujours, mais parfois ils se laissent décentrer. Et tout l'enjeu du souffle-voix, c'est une fois que le feu du bas est réveillé, c'est la gestion du feu. Parce qu'on ne chante pas toujours de manière enflammée à tue-tête, c'est pas vrai. Par contre, quand on chante des fois pianissimo, il faut qu'il y ait du tonus dans la voix. Et c'est ça, avoir la flamme. C'est-à-dire que, et c'est ça qui fait l'animation de quelque chose. C'est ça qu'on sent l'âme. Ça peut être des sons très ténus, mais il y a quelque chose qui est vivant derrière. Il y a une flamme. C'est une petite flamme, mais elle est bien vivante. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est d'avoir les deux
en même temps. Et quand on commence le souffle-voix ou ce parcours-là, on a tendance à soit faire du feu, soit aller dans... Enfin, en tout cas, c'était moi, mon expérience, soit essayer d'aller dans la douceur, mais du coup, il n'y a plus de flamme. Exactement. Voilà. Et ce qui est vraiment intéressant, avec ces deux approches, et je reviens souffle-voix, hypnothérapie, donc transe et moyen d'y arriver, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir cette flamme qui est au cœur de quelque chose de beaucoup plus doux. Oui, c'est-à-dire que, on pourrait le dire autrement, il y a l'énergie d'élan, ce qui avance, il y a la flamme, il y a le contenu, et il y a le contenant. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Et ça, dans la posture de praticien, il doit avoir les deux. C'est-à-dire qu'il a ce contenant. Alors, ce contenant, c'est pas... oui, mon pauvre chéri, tout ça, etc. C'est bien, c'est important de dire, parce que sinon ça devient du maternage. Le contenant, c'est savoir que la chose, elle est tenue. Contenue, on tient avec. Mais on n'est pas là en train de prendre le pouvoir de manière contenue, ça c'est pas... Ni d'étouffer, ni d'écraser. Voilà, on n'est pas en train non plus de retenir. Oui, c'est ça. Donc contenu, c'est aussi... Ça va avec le fait d'avoir un axe. Et ça va aussi avec le fait d'avoir une présence. Donc, il y a l'animateur, il doit être dans ce contenant, et il doit lui-même, dans ce contenant, pouvoir donner, lancer quelque chose, il y a quelque chose qui jaillit. OK ? Et dans la voix, quand l'émission est bonne, on a exactement ça. C'est-à-dire qu'on a le jaillissement de la voix, on a la flamme, voire le feu ardent, mais on a aussi la rondeur du son. Sinon, on peut faire ronfler le moteur, c'est très tendu, c'est très enflammé, mais c'est un peu grippé, et c'est pas l'idéal. Oui, voilà. C'est un parti pris entre la flamme et la rondeur. Le côté masculin, la projection, et la rondeur, la réceptivité. Voilà. Et là, on touche aussi à une espèce de voie du milieu. C'est-à-dire que c'est toujours l'équilibre, on en reparlera peut-être, entre deux énergies. Moi, je le vois comme ça, le souffle-voix. C'est rechercher la dynamique de ces deux énergies qui sont antagonistes et de trouver l'endroit, de mettre au dispositif où peut-être ces deux énergies, elles vont s'allier. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux on parle beaucoup de la présence. À quoi on reconnaît cette présence de l'extérieur ? Ça, c'est une question super intéressante. Parce que quand on fait un enseignement pour une formation de formateur, comme le faisait Serge en souffle-voix, on essaie d'être le plus pratique possible. Donc c'est pour ça qu'on se barre sur le corps matériel. Vous voyez, il y a tel changement. Là, ça se voit. Où le corps, il est comme ci. Il est comme ça. Mais la présence, c'est autre chose. Et là, la présence, c'est quelque chose d'un peu indéfinissable et quelque chose d'insaisissable. Et pourtant, ça se ressent par tout le monde. Ça se ressent de manière tangible. Oui. Mais je dirais presque avec un sixième sens. Et c'est là où on rejoint la notion de perceptude de François Roustan. C'est-à-dire que on va mettre de côté les critères objectifs. Oui, on pourrait objectiver matériellement, par les sens. Mais du coup, ça se sent. Et ça se sent comment ? Ça capte l'attention. Il y a une suspension. On est happé par quelque chose. Et en même temps, donc ça, c'est du point de vue de celui qui regarde, il est saisi par ce qui se passe. Il y a un caractère d'évidence. Parce que la personne, elle dégage quelque chose. Alors, ça peut paraître extraordinaire, mais moi, justement, je pense que dans un monde normal, ce serait du domaine de l'ordinaire. Et je prends cette comparaison avec la présence d'un bébé. La présence d'un bébé, ça capte. Pourtant, il ne fait rien. Hein. Dans le genre inutilité, un bébé... Il n'y a pas pire. Mais tout le monde est là. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est parce qu'il y a de l'amour, il y a un lien. C'est vrai, tout ça.
Mais quand même quand c'est pas notre bébé, il y a quelque chose qui se dégage. Ouais, c'est vrai. Il y a une présence qui est là. Même quand il dort d'ailleurs. Ce qui montre que ça n'a rien à voir avec la conscience dans son corps. Oui. Voilà. Ouais. Mais et c'est ça, la présence. Et ça, c'est intuitivement musical. Je vais prendre une autre comparaison. Musicalement, tu peux aller voir des professionnels qui jouent très bien, mais c'est un concert routinier. Et bon, tu t'emmerdes un peu. Voilà, on va le dire honnêtement. C'est pas un grand soir. Voilà. Pourtant, qu'est-ce que c'est ? C'est des super musiciens. Le son, il est beau, tout ça. Il y a quand même de l'engagement. Ils savent jouer. C'est quand même vivant. Mais il te manque quelque chose. Ouais. Voilà. Et puis, d'un autre côté, tu peux aller voir un concert d'amateurs. Alors là, c'est faux, ça grince, mais ils ont envie de jouer parce que c'est leur concert de l'année, quoi, tu vois. Et alors là, il y a quelque chose qui est habité dans la matière. Et puis si en plus tu as un chef d'orchestre professionnel qui s'est dégagé, qui a le sens de l'esprit dans la matière et qui sait faire ressortir le meilleur, ça peut être super bien. Voilà. Bon, après, tu as aussi la routine chez les amateurs et tu as aussi des trucs géniaux chez les professionnels, bien entendu. Alors, j'aimerais que tu nous parles d'une autre manière de faire, d'une autre manière d'arriver à la transe avec l'utilisation du chant spontané. C'est quelque chose que tu utilises désormais dans ta pratique. Et j'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce que ça t'apporte de plus ou de moins, en tout cas ce que ça apporte de différent par rapport à la structure de base du Yéyi-Yuya, puisque, comme on le sait, comme on l'a dit, de souffle-voix est quand même basé, structuré sur cette vocalise qui se répète un peu à l'infini pendant le travail, Yéyi-Yuya. Donc, quel est l'apport différent du chant spontané ? Oui, alors tu as tout à fait raison, parce que le Yéyi-Yuya, c'est fondamental, et ça structure. Voilà. Et tout l'enjeu, c'est de structurer, mais d'ouvrir quelque chose. On constate qu'au départ, le Yéyi-Yuya des gens, il est coincé, et puis quand on injecte cette énergie, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Ça s'ouvre, mais ça structure par le Yéyi-Yuya. Donc ça, c'est toute la posture de ce qu'on fait habituellement en souffle et voix. Pour qu'on se représente mécaniquement les choses, c'est, en gros, il y a un tuyau d'arrosage qui est un peu grippé, okay, il est un peu raide, et puis quand on fait Yéyi-Yuya, ça révèle ça, et au fur et à mesure, en activant le feu et l'énergie, on va faire passer un flux de pression d'eau qui va assouplir ce tuyau-là. Ok ? Donc c'est ça. Le Yéyi-Yuya révèle les tensions. Voilà. Et il y a toujours ce principe de on ouvre l'énergie et on la structure. J'ai remarqué, et ça c'est le chant spontané, c'est quelque chose que je fais depuis quelques mois, je le fais une fois dans un stage, par personne souvent. J'ai remarqué que ça ouvrait la transe. Il y a ça s'est déclaré parce que tu te retrouves parfois en difficulté avec certains élèves. Et quand tu es en difficulté avec certains élèves, tu inventes des choses. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de nos pratiques. C'est que tu inventes des choses. Et ça, c'est important de le dire, parce que Serge Wilfard, pendant 10 ans, je l'ai vu inventer des choses. Il avait des périodes. Donc pendant 1 ou 2 ans, il avait tendance à procéder de la même manière. C'est pour ça que le suivre pendant 10 ans, tu as vu la démarche d'un créateur, jusqu'à la fin où il avait épuré. Voilà. Donc, me retrouvant face à une difficulté avec certaines personnes, ayant déjà bien placé la voix humide et ouvert par la transe, tout d'un coup, je me suis mis à dire, là, on pose un accord et tu laisses venir. En gros, tu fais n'importe quoi. Voilà. Parce qu'en plus, la plupart des gens, ils ne sont pas musiciens, hein. Oui. Donc voilà. Et puis il y en a qui sont musiciens, mais qui sont très conservatoires. Donc, et qui se réfugient derrière la partition. Donc improviser, c'est très confrontant pour eux. Mais en fait, tout d'un coup, on bascule dans l'inconnu. Mais on y va, avec audace. Et dans l'improvisation, du coup, si la personne, elle sent qu'elle peut y aller, parce que derrière, il y a le contenant, et il y a l'alignement, elle se dit « Ok, j'y vais ». Elle lâche quelque chose.
Elle plonge dans l'inconnu parce qu'elle se dit, là je peux, il y a une structuration derrière. Donc tu cesses le yéyi-yuya Oui. et tu laisses faire le chant. Ouais, et ça met vraiment la personne dans l'inconnu. Et c'est ça le lâcher prise. C'est retrouver l'inconnu et se laisser faire dans cet inconnu. Ouais. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que n'ayant plus de consignes sur de yéyi-yuya, tout ça, j'avais déjà commencé par flouter avec les accords, ok, la personne, il y a des personnes qui tout d'un coup plongent dedans. Ouais. Et d'ailleurs, alors là, c'est assez hallucinant parce que des fois, tu passes dans un autre univers, quoi. Tu es en stage souffle-et-voix, et puis tout d'un coup, il y a une série de passages en chant spontané, et puis c'est assez intriguant parce que tu as l'impression de te retrouver en musique du monde, quoi. Tu as des chants qui viennent colorés d'une autre voilà. Et la personne ne savait même pas qu'elle était capable de faire ça. Et donc ça ouvre le lâcher-prise, parce qu'on voit bien que ça plonge dans l'inconnu, et donc ça ouvre aussi la transe. Et la personne qui avait du mal à lâcher parce qu'elle n'arrivait pas à aller dans la transe, qui avait du mal à aussi lâcher dans la posture parce qu'elle se fermait à la douleur ou à la difficulté ou à la contrainte, tout d'un coup, il y a cette bascule dans l'inconnu. Et par contre, moi, je garde les principes du souffle-et-voix. Tu reviens après au yéyi-yuya. Quand j'ai ouvert, je structure. Et ça, c'est fondamental parce que ouvrir, c'est nécessaire. Parce que ça ouvre des autres modes d'être au monde. Et c'est ça qui, d'ailleurs, à mon avis, participe au bien-être ensuite quand les gens sortent du stage. C'est parce qu'ils ont des manières plus diverses d'être au monde. Mais derrière, tu structures. Parce qu'il y a aussi des pratiques où là, tu ouvres. Tu ouvres d'ailleurs parfois et vivement. Ça peut d'ailleurs se passer en souffle-et-voix traditionnel, si tu es comme ça. Ça peut être un peu l'écueil du souffle-et-voix traditionnel. C'est que en allant dans la force, en ouvrant vivement et en lâchant subitement, il y a un côté un peu rupture, parfois. Tu bascules subitement d'un état à un autre. Et pendant le stage, ça va, c'est géré, c'est structuré. Mais derrière, est-ce que je suis pas sûr que ce soit toujours profitable qu'il y ait eu ces ruptures. Voilà. Donc, c'est ça aussi qu'apporte l'hypnose. C'est ça qu'apporte la voix humide. C'est que dans cette capacité à se fondre dans la pratique, à s'approprier pour le pratiquant le processus, comment on descend dans son corps, eh bien, ça donne une chose clé, qui est l'autonomie. Et puis surtout, ça respecte un processus. Un processus, qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est-à-dire une fluidité. D'accord. Oui, c'est le processus dont on parlait tout à l'heure, Ouais. le mouvement, voilà. Ouais. C'est ça, D'accord. la mobilité, qu'on puisse passer d'une note à l'autre, d'une intensité à l'autre, d'une transe à l'autre. Donc, avec le chant spontané, on ne trahit pas le souffle-voix. Non, c'est simplement un outil différent. C'est un outil d'ouverture. Dans le souffle-voix traditionnel, on ouvre la matière en allant dans le corps. OK ? C'est cette recherche d'équilibre, encore une fois, entre liberté et structure ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant avec le yéyi-yuya, c'est qu'il y a des gens chez qui c'est très bien, il n'y a aucune question à se poser. Et surtout, on ne s'en pose pas. Voilà, il y a ça à faire, il y a un protocole, puis au bout d'un moment, ça lâche. Ça reste. Quelque part, si c'est un côté très contraignant et scolaire pour certains, c'est un côté très rassurant pour d'autres. Ouais. Et il y a des gens qui, dans cette contrainte, arrivent à la liberté. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Moi, et là, c'est le parti pris inverse. C'est-à-dire complète liberté. Donc tout d'un coup, et on restructure. Et il n'y a pas le choix. Et du coup, dans cette liberté, on va chercher la structure. Et c'est super intéressant parce qu'il n'y a plus de consignes respiratoires. Enfin, je rectifie quand même pour faciliter que le geste respiratoire soit juste. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup plus intuitivement, la personne, elle va suivre le fil de son souffle. Elle va aller jusqu'au bout. Elle va se laisser structurer le chant, son chant spontané par de la respiration. Et dans cette liberté totale, avec mes rectifications, avec mon cadre, en suivant son propre rythme intérieur,
et à la notion de liberté qui arrive. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'enrichissant. Parce qu'en fait, dans la vie, il faut être capable de faire les deux. Tu as une contrainte, il faut trouver la liberté. Ouais. Mais si on t'offre la liberté, il faut trouver la structure. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et souvent, on est quand même plus à l'aise dans un mode opératoire que l'autre. Que l'autre, exactement. Voilà. Donc ça, l'intérêt, c'est de trouver la meilleure forme pour arriver au lâcher prise. Ouais. Mais à un moment donné, de pouvoir cultiver les deux chemins, c'est très intéressant pour qui que ce soit. Oui, donc tu t'adaptes en fait finalement un peu au profil des personnes et tu utilises une voie ou une autre en fonction d'abord de ce qui est présent sur le tapis et puis aussi de la manière dont est structurée la personne en fait. Oui, c'est ça, on adapte perpétuellement. Le souffle-voix, c'est pas une méthode. Serge, il disait méthode parce qu'il voulait que les gens, il y a un caractère structuré. Ouais. Voilà, ça c'était très clair et il a tout à fait raison. Mais en fait, lui, il était hyper intuitif, il l'inventait. Ces gens-là, c'est des inventeurs. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec Bernard. J'ai travaillé 10 ans avec Serge. Bernard, je l'ai vu évoluer. Il fait plus les mêmes hypnoses qu'il y a 10 ans. Ouais, bien sûr. Ouais. Et au final, moi, ce que je décris, c'est ma manière de m'approprier cette énergie qu'elle souffle et voit. Et je crois que c'est la meilleure manière, à mon sens, de rendre honneur à l'esprit de cette pratique. Il y a une phrase de Saint-Paul que j'aime bien, il dit « la lettre tue, l'esprit vivifie ». Et quand un créateur, il a fait quelque chose, et puis que derrière, il y a des continuateurs qui essaient de figer, ça ne marche pas. Ouais. Donc voilà, il faut que soi-même, que le praticien comment dire, vivifie aussi la pratique avec ce qu'il alors, fait, quoi. c'est important que le praticien, il ait vécu un processus cohérent. Donc c'est pour ça que c'est important de rester longtemps avec un praticien, un maître, on va dire, pour te structurer, pour comprendre, pour bien comprendre les principes, et après, les appliquer presque à la lettre, et se rendre compte que là, en fait, du coup, tu t'es éloigné de l'esprit, et puis de faire revivre la chose autrement. Ouais. C'est-à-dire que le praticien bascule lui-même dans l'inconnu, c'est-à-dire lâche prise lui-même. Et c'est à ces moments-là, à mon sens, qu'on revivifie une pratique et que les principes qu'on a appris redeviennent vivants, plutôt que de rester une lettre morte. Et moi, je crois que c'est vrai de toute pratique. Oui, je suis. C'est-à-dire que la manière dont moi je cherche m'appartient, mes élèves le chercheront de manière différente. Et je l'espère aussi dans la continuité une forme de continuité. Moi, c'est intéressant parce que j'estime que même s'il aborde par la transe, l'aborde par... en tout cas, cette explication-là, elle n'a pas du tout été formulée par Serge. Moi, c'est des choses que j'ai vécues avec lui sur le tapis. Et les 2 dernières années de sa pratique, il avait épuré toutes ces histoires de posture. C'est-à-dire qu'il allait directement là où il tendait dès le départ, c'est-à-dire l'homme debout. Voilà. Pour conclure, de manière un peu taquine, est-ce qu'on pourrait dire, puisque tu parles beaucoup de rectification, finalement, que tu as rectifié le souffle-voix par l'énothérapie? Alors, je n'aurais pas cette prétention de dire que j'ai rectifié la pratique de Serge Willefar. Parce que la pratique de Serge Willefar était une pratique exceptionnelle, merveilleuse, et il y avait déjà l'esprit de l'intériorité et de la rectification. C'est le moment un peu voilà. Oui, je te remercie, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça nous permet de donner juste un élément de compréhension. C'est d'abord, on va à l'intérieur de soi, on va à l'intérieur de la Terre, d'abord, ce retour vers le féminin, sur la réceptivité, et ensuite on rectifie. Rectifie, ça ne veut pas dire corriger, ça veut dire amener dans la rectitude pour que quelque chose émerge, pour que quelque chose se structure. C'est la formule alchimique, vitriol. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Ok ? La pierre philosophale des alchimistes. Et donc, Serge, lui, cherchait en mettant dans l'intériorité avec une posture très forte. Moi, je fais comme ça, mais je peux aussi
en proposant l'héinothérapie, à aller dans cette intériorité. Et ensuite, la rectification, c'est quoi? C'est apporter la rectitude, c'est apporter la verticalité, c'est pouvoir laisser émerger un mouvement structuré depuis cette intériorité. Comme une graine qui a été semée et qui pousse. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que moi, je n'ai pas rectifié, j'apporte ma couleur personnelle. Je ne dirais pas non plus que l'héinothérapie a rectifié le souffle-voix, je dirais que c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'héinothérapie est la préparation. C'est une autre façon de visiter l'intérieur de la Terre, qui apporte de l'autonomie, de la conscience et aussi de la densité, et aussi une autre manière de nettoyer. Et après, une fois qu'on a nettoyé, on va restructurer, on va rectifier. Et ça, c'est vraiment le souffle-voix qui le fait. Le souffle-voix a une forte énergie de structuration, ce qui est très importante. Ouais. Et là, les principes du fondateur, j'y souscris à 200%. Merci beaucoup, Benjamin. Tu as parlé d'alchimie. On va évidemment, dans un 6e épisode, aller sur ces différentes approches pour voir comment le souffle-voix peut aussi établir des correspondances avec d'autres approches. Et tu vas nous expliquer ça longuement, l'approche alchimiste, et toute l'approche autour des mythes. Donc, en attendant, je te remercie beaucoup pour cet épisode, pour ce partage sur la voix sèche, la voix humide, qui, je pense, était très éclairant sur la manière de procéder. Et donc, rendez-vous pour un 6e épisode. Merci. Avec grand plaisir.